En Guinée, la situation environnementale est caractérisée, entre autres, par la dégradation continue des ressources naturelles, qu'il s'agisse des forêts, des sols, des fleuves et rivières. Les spécialistes constatent et déplorent des phénomènes d'assèchement et d'ensablement des cours d'eau, ainsi que la perte de la biodiversité. À cela s'ajoutent les conséquences négatives de l'exploitation minière sans mesure d'atténuation. C'est pour s'enquérir de la réalité actuelle sur le terrain que la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Ayaka Diatouniaï, a dépêché récemment une équipe multidisciplinaire dans le pays profond. L'occasion pour ces émissaires de se rendre dans certaines préfectures de la Moyenne Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Un séjour qui aura permis également d'informer et de sensibiliser les autorités régionales, préfectorales et communales à la base, ainsi que des députés uninominaux et communautés riveraines sur la nécessité qu'il y a à préserver notre environnement. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous vous proposons la première partie de ce marathon environnemental. Partout, les missionnaires ont constaté des pratiques d'exploitation abusive impactant négativement sur l'environnement, qu'il s'agisse des pratiques de pêche, de l'orpaillage et de la perte de la biodiversité et ou de l'ensablement. Ils en ont profité pour faire passer des messages de sensibilisation à l'endroit de toutes les couches sociales en vue de mieux protéger notre environnement. Mais quels sont les facteurs qui favorisent l'ensablement? Les causes de l'ensablement. D'abord, ça part de l'envasement. Et la cause de l'envasement, c'est la coupe abusive des galeries. C'est-à-dire la forêt galerie qui protège le lit des cours d'eau. Si ces arbres-là sont coupés, quand il y a inondation, c'est l'eau de région qui draine la boue là, dans le lit. La boue là, lavée maintenant par l'eau, par l'ensablement. Voilà les raisons de l'ensablement réellement, proprement dit. C'est la cause, c'est la coupe abusive des espèces qui protègent les lits de cours d'eau. Et parmi ces causes, vous voyez derrière là-bas, les briqueteries. Parce que pour faire ces briques cuites, il faut couper. Et les coupes là sont dans les galeries qui protègent ces cours d'eau. Voilà les raisons fondamentales de l'ensablement. Mais aujourd'hui, si vous voyez l'ensablement à ce niveau-là aujourd'hui, si vous sillonnez, peut-être vous avez la chance de voir vers des Sigirines là. Mais c'est à 80%. Si ça continue comme ça, je vous avoue que dans les 10 ans, dans les 10 ans à venir, on va cultiver le riz dans le lit même du fleuve. Parce que le cours d'eau va disparaître. Avec cette allure-là, si des mesures ne sont pas prises pour arrêter, pour freiner ces flots-là, ça je vous avoue que ça serait un champ de vie. Nous sommes aux abords du fleuve Niger, dans la préfecture de Sigiri. Là-bas, peut-être, vous trouvez que les engins traversent là-bas. Voilà, sans bac. Ouais. Donc ça, c'est un danger. Ouais. Si ça continue, le lit mineral là va disparaître. Donc, ce qui veut dire que le fleuve va disparaître. Et si les sable là, quand vous avez à certains endroits, le sable là est devenu des montagnes, des monticules de montagnes dans le lit. C'est des dangers qu'on ne peut pas imaginer. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vraiment, si des solutions là seraient, donc ça peut épargner le bonus de beaucoup de choses. Il faut souligner que depuis 1986, les autorités guinéennes ont pris de plus en plus conscience de la nécessité de planifier et de mettre en œuvre une stratégie rationnelle d'exploitation des ressources naturelles et de protection de l'environnement pour un développement durable. Force est de constater qu'en dépit de cet engagement politique de haut niveau, la bonne gestion de l'environnement se heurte à des pratiques humaines très endommageables sur l'écosystème du pays. Qu'à cela ne tienne, les autorités actuelles privilégient tout d'abord l'information et la sensibilisation
pris des mesures comme ça, mais on a passé par la sensibilisation. Parce que ceux qui sont responsables des fours à briques, ça c'est des activités qu'ils mènent pour leur vie. Quand on veut les détourner, les orienter à autre activité, il faut des mesures de compensation. Mais puisque pour le moment il n'y a pas ça, on les sensibilise et on leur prouve ce qu'ils sont en train de faire, la portée de ça dans le cadre de la vie de cours d'eau. Mais puisqu'il n'y a pas de solution de ça encore pour le moment, mais c'est de les orienter à d'autres activités. C'est la seule alternative qui peut nous aider de ce qui est en train de se faire maintenant. Des solutions alternatives qui nécessitent d'importants moyens financiers pour la reconversion des communautés. Des communautés qui s'attaquent actuellement et de façon anarchique aux ressources naturelles dans les forêts, histoire pour elles de survivre. Et comme le ministère de l'Environnement a la lourde charge de veiller à la préservation de notre environnement et de ses ressources qui en découlent, pour leur sauvegarde, il a donc mis en place le corps des conservateurs de la nature sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, le fonctionnement de ces derniers est souvent mal perçu par les communautés. En réalité, ce conflit est issu du fait que cette année, certaines règles d'accès aux ressources ont dû être réduites pour accorder un repos biologique au fleuve Niger, et cette chose qui n'a pas plu aux pêcheurs, ce qui a fait donc qu'il y a eu quelques malentendus entre les communautés et le parc national de l'eau Niger. Nous sommes là donc pour essayer d'arbitrer ce conflit au niveau social entre ces deux entités qui restent très complémentaires, puisque sans parc national, ces communautés n'ont pas leur raison d'exister, et sans ces communautés, le parc national aussi n'a pas un partenaire fiable qui peut l'aider à mieux gérer les ressources qu'il y a en zone périphérique. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, et nous avons pu avoir un consensus entre le parc et les pêcheurs, au point que la pêche va être certainement ouverte, mais sur des zones qui présentent un haut potentiel en termes de ressources halieutiques, pour que d'autres zones soient préservées afin de constituer comme le grenier ou la semence pour la survie des espèces au niveau du parc du Haut-Niger, notamment dans la portion du fleuve Niger qui est comprise dans sa zone de protection intégrale. Des citoyens qui, après des séances de sensibilisation, acceptent de collaborer pour protéger leur environnement. En kamenta comme un résultat, même bento parc tabuluma. Na la sona girebla mo ba adimsenu amsulo ambe bulu tani ayekuma menkoro. Le parc de Nyarabila sera désormais sauvegardé par la population de Nyarabila. Nous empêcherons tous ceux qui tenteront de le détruire. Na la sonama girebla katana isonuma. Ani parc data clinique à Black Clinic. Mon nani ngola de mikabi. Kabe forêt akoma, forêt classée akoma. Kabe damazengoluma, kabe tutu akoma. Bita miko. Au cours de cette réunion d'aujourd'hui, nous avons compris toutes les explications autour de l'importance des forêts classées et des mines d'or. En tant que président du district, nous promettons de prendre toutes les dispositions pour faire respecter les consignes données par les spécialistes. Après cette rencontre, j'irai moi-même en forêt pour passer l'information et les sensibiliser. En dépit de la volonté ferme exprimée par des citoyens, les services forestiers se plaignent toutefois des mauvaises pratiques observées par les populations de la préfecture de Kouroussa. Le service forestier de Kouroussa rencontre d'énormes difficultés dans la gestion, la protection de nos ressources forestières. D'abord au niveau des communautés rurales, nous qui sommes sur le terrain, on a vu l'expérience que le passé qui parlait de la co-gestion des ressources naturelles avec la population rurale s'est substituée ou a mal compris le système de co-gestion des ressources naturelles et s'est substituée au service forestier pour provoquer l'exploitation abusive du bois, la carbonisation, occasionnant ainsi les coupes clandestines et qui sont autorisées par les élus locaux à la place du service forestier. Autre constat, et non des moindres, est la prolifération de l'orpaillage dans la zone. De l'autre,
ou la prolifération de l'exploitation artisanale de l'or. Ça, c'est un côté qui contribue beaucoup à la déforestation et qui, jusqu'à présent, nous sommes en train de mener les sensibilisations, nous sommes en train de mener pour comprendre comment mettre fin à cette désertification. Et d'un côté, l'exploitation artisanale de l'or essaie à orienter la plupart de ces populations vers les mines d'or. Et l'exploitation abusive de nos ressources en bois s'est vue un peu freinée. Donc c'est pourquoi de l'autre côté, la population est attirée vers les sites exploitables pour l'or et qui contribuent également à la déforestation. Mais les coupes clandestines au profit de l'exploitation artisanale de l'or ont diminué. Chaque fois, le service est sur pied pour mener les missions au niveau des collectivités et les sensibiliser dans ce cadre-là. Leur montrer ou leur prouver l'importance de ces ressources naturelles et leur faire savoir que le niveau actuel de la dégradation de nos ressources naturelles, ça c'est par la sensibilisation qu'on mène au niveau des collectivités qui nous permet de leur dire que telle ressource est menacée, telle autre ressource est dégradée à tel niveau. La préservation de la forêt classée du pic de fond dans la préfecture de Beila est une autre urgence, dira le sous-préfet de Nyosso Mouridou dans Beila. La forêt classée du pic de fond doit être conservée parce qu'il y a des espèces qui se trouvent au pic de fond qui sont rares. Donc la préservation de ces animaux rares, de ces espèces rares, doit donner tous les pouvoirs, n'est-ce pas, aux élus locaux, aux sous-préfets, afin qu'on puisse faire de la sauvegarde des forêts classées du pic de fond un problème prioritaire. Donc la réunion d'aujourd'hui nous permet de connaître ce que c'est que le pic de fond, les travaux que nous devons entreprendre pour préserver l'environnement au pic de fond sont déjà connus. Je vous rassure que très prochainement, nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour préserver les animaux classés et la forêt classée des pics de fond. Si l'extraction de l'or en Haute-Guinée attire plus d'une personne, elle n'est pas sans conséquences sur nos ressources et les méthodes d'extraction divisent. Ma position, je crois, elle est très claire. Compte tenu de l'importance du fleuve, je voudrais que le dragage soit réglementé, à défaut que ça soit systématiquement interdit. Parce que vraiment avec l'utilisation anarchique des machines, ça pollue l'eau et ça fait fuir même les écosystèmes. Donc par rapport à cette question, je demande qu'on interdise systématiquement, à défaut qu'on réglemente. Des complicités sur le terrain, cela ne finit pas. D'abord, les détenteurs de machines ont des gens à Conakry qui sont bien cotés. Et mieux sur le terrain même, les riverains, des fois, sont complices. Parce qu'il suffit que les détenteurs de machines là, leur donnent un peu de sous pour que les riverains la changent de position. Donc chaque fois qu'on dépêche une mission préfectorale de l'environnement, alors ce sont ces complices-là qui alertent les détenteurs de machines. Alors donc, une fois informés, ils prennent la tangente. Alors la mission trouve qu'il n'y a personne. Alors qu'en réalité, ils travaillent, même la nuitamment ils travaillent. Donc c'est pourquoi nous avons demandé que nos agents soient équipés. Alors tant que les agents ne sont pas équipés, le contrôle sera alors très difficile. Alors, parce qu'il suffit que les dragueurs entendent le bruit d'un moteur, d'une moto, ils prennent la tangente et les machines sont cachées dans les touffus.
Donc si les agents sont dotés alors, de machines adéquates, je crois, d'une barque motorisée justement, alors le contrôle sera facile parce que ça se fera sur le fleuve même. Les deux fleuves, il s'agit de fleuve Tingiso et fleuve Bakoy, qu'on appelle communément Bafi et Mouya. Les deux fleuves là sont sacrifiés. Parce que les orpailleurs, pendant toute l'année, ils sont là-dedans en train d'exploiter quelque chose qui est anormal. Parce que les deux fleuves sont tarés maintenant. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'hippopotames, il n'y a plus rien. Donc si le gouvernement n'intervient pas très tôt, vraiment on ne sait pas que faire, on ne sait pas on va se confier à qui. C'est le gouvernement seulement qui peut intervenir pour bloquer les gens là, sinon ce n'est pas bon pour notre préfecture. C'est des pêcheurs, c'est vrai, ils sont des pêcheurs, mais le fleuve ne leur appartient pas. Je lance un appel à la population de Sigiri. Tout le monde n'a qu'à aider le service de l'environnement. Tous les bonnes volontés nous aider pour qu'on puisse quand même sauvegarder notre fleuve. La perception que j'ai par rapport à la dégradation, que l'autorité nationale prenne maintenant les dispositions pour pouvoir parer à la dégradation. Parce que dans quelque part, les scientifiques ont dit que la première âme provient de l'eau. Et puisque la première âme provient de l'eau, il faut se dire que sans eau, il n'y a pas de vie. Et nous constatons maintenant que le Tingiso est en train d'être dégradé par les soi-disant dragueurs qui ne sont pas autorisés, qui n'ont pas le souci. Parce que celui-là qui pense que dégrader le fleuve à son avantage est un acquis pour lui, il est en train d'insulter la nature. Et la première forme de lutter contre la pauvreté, c'est d'abord maintenir les acquis. Les acquis, c'est un exemple, les fleuves qui sont là, les montagnes qui sont avec nous, les forêts qui sont avec nous ne doivent pas être dégradées. Franchement, la visite de cette grandiose délégation aujourd'hui dans les murs de Sigiri va droit au cœur de la population de Sigiri. Une prise de conscience qui doit amener le département du Tétel à procéder à l'application sans délai des mesures correctives et la multiplication du suivi et évaluation de tous les acteurs. Nous savons que vous êtes là pour nous et non contre nous. Nous sommes à votre disposition. An ka permis de dragage kan ye baara ka sanu bɔ ba kɔnɔ donc an ye baara la ɲawulima mais environnement nada ko ni an baara da c'est min ye baara min di matériel kelen t'a kɛ la dɔ ye o di denka sen dɔ ye o di fuguri ma dɔni. Nous avons déjà pris le permis de dragage pour l'extraction de l'or, mais l'environnement nous a fait savoir que le travail dans les mines impose tout un processus d'exploration. Ils nous ont dit que pour un bon dragage, il faut toujours extraire le sable hors du fleuve. Nous sommes actuellement sur ce gravier extrait du fleuve. Nous pouvons aller sur un autre site pour que vous vérifiez. Ka gravier la yɛlɛ o le y'an fɔlɔ de mais an ye baara la yɔrɔ gbɛrɛ min dɔn toujours an de se wala fɛnɛ ka ɲi fɛnɛ ma fɛnɛ ka machine ye. Parce que an ka machine ko la lɔli a fifefe mais environnement directeur nana ko ay bran machine sɔrɔ min kan ka baaraw bɔ donc an ka su kɛ ɲɔgɔn kan an sigilen le alu kunna mais an ma sigi alu kama baara min natɔ kana su min bɛ nɔgɔ hali ka na masala fɛ an t'o fɛ. Nous avons arrêté toutes nos machines, car l'environnement nous a dit qu'il a des machines appropriées pour des dragages. Alors, nous nous sommes entendus sur le mode de travail. C'est vrai que ça a des bénéfices, mais nous éprouvons beaucoup de difficultés. Le fleuve est ensablé. On nous a consulté sur le prix du travail. Après discussion, on s'est entendu sur 100 feuilles de tôle, 100 sacs de ciment.
an ka fa ko ka do fa ɲina an ya wuli fɔ a kan ka mɛn sara suma ko k'o ta ni mɔgɔ tɛ ko an ba mɛn dahani an hakili dɔ k'an y'o f'a ye an bɛnna ka ni ka tolifɛrɛ cɛmɛ simɔmɔrɔ cɛmɛ ani ne ka ko d'an ma. Le PDG d'une société de la place nous explique les caractéristiques et le fonctionnement de ces machines. Il est sur un des sites abandonnés momentanément par ses travailleurs. Ici, on est venu trouver que la NECI qui est autorisée par l'étude environnementale s'est déplacée. Donc il y a les rejets de sable. Bon, la caractéristique de la machine c'est 100 tonnes comme j'ai dit à l'heure. Mais présentement la machine ne peut pas faire peut-être plus de 50 tonnes à l'hectare. Mais l'essentiel, même si c'est 10 tonnes à l'heure, mais il faut que la machine puisse remonter. Donc nous sommes venus trouver ici, le promoteur nous a montré ce site-là, abandonné il y a 2 mois, ils ont travaillé. Ils disent que la machine, la NECI, est un peu à l'aval. Donc après ici, nous irons là-bas pour que l'équipe voie comment la NECI travaille. Les agents sont sur les sites, ils viennent périodiquement. Mais quand ils viennent trouver, ils trouvent que la machine effectivement remonte le sable. Mais selon la caractéristique, c'est bien dit 100 tonnes heure. Mais la machine ne peut pas faire les 100 tonnes heure, elle fait au maximum 50 tonnes heure. Et dans le rapport de suivi, nous avons signalé ça à la hiérarchie. Bouressani a un permis, il a bien dit. Il déménage en fonction du permis, ce qu'il a dit. Maintenant, quand il travaille un peu, bon, dès qu'il y a, parce qu'il a dit que c'est la quantité d'eau qui permet de remonter le sable. Donc quand le niveau d'eau baisse, la machine ne peut pas extraire le sable. Donc il diminue un peu selon les techniques, pour toujours dans son permis. Donc il évolue en fonction de ça. Sinon, il dit qu'il doit revenir parce qu'il y a toujours de l'or. Sauf au dire des spécialistes, cette machine n'est utilisée qu'à 50%. Elle pourrait donc refouler du sable de 100 à 200 mètres pendant que l'exploitation ne refoule qu'à peine les 50 mètres du lit du fleuve. Des quantités qui peuvent se retourner dans le fleuve en un laps de temps. La mission, qui était composée de certains cadres nationaux des eaux et forêts, de l'inspection générale et ceux du bureau de stratégie et de développement, ont sillonné notamment les préfectures de Kouroussa, Kiréouani, Kankan, Sigiri, Beila et Lola. La mission a pu résoudre quelques problèmes latents entre les populations et les conservateurs de la nature autour des forêts classées des préfectures de Kankan et de Kiréouani. À Kankan, la mission a cédé un hectare de forêt sur les 120 hectares de forêt de Berekana en vue de la construction des marchés offerts par le gouvernement dans le cadre de la célébration de l'an 57 de l'indépendance de la Guinée. La même étendue a été cédée dans la préfecture de Kiréouani pour la même cause. Cela après d'intenses négociations entre les missionnaires, les communautés et responsables des 2 localités. La suite, madame, monsieur, dans la prochaine émission de l'émission Notre Environnement. Nous vous remercions de l'intérêt accordé à cette tribune. Vos critiques et suggestions sont les bienvenues.